Bonjour, mon nom est Mickaël Guilloux, je suis agronome à la direction des pratiques agro-environnementales du MAPAC et je vais vous parler de creusage d'étangs et de dimensionnement. Donc le programme Prime Vert 2023-2026 et le sous-volet 1.1.4, optimisation de la gestion de l'eau, rend ces aménagements admissibles. Avec des collègues du MAPAC, un document a été produit en 2023 pour expliquer comment construire un étang. Pour faciliter le travail des producteurs et de leurs conseillers, nous avons produit tout récemment un fichier Excel qui permet de faciliter le dimensionnement de ces étangs. Donc ce travail a été réalisé avec Guillaume Sauvageau, ingénieur à la direction régionale Centre du Québec, et avec des données de Jean-Thomas Deneau, spécialiste en climatologie d'Agriculture Canada. Un élément important pour dimensionner un étang, c'est d'évaluer la résurgence de la nappe phréatique. Donc là, les observations sur le terrain sont absolument essentielles, avec des trous d'observation qui doivent être réalisés longtemps avant le début des travaux. Il y a différentes méthodes qui sont présentées ici. Et l'idée, c'est d'observer les fluctuations saisonnières du niveau de la nappe phréatique et d'estimer la conductivité hydraulique du sol. Donc en prenant un cas fictif qui serait situé à Pierreville, à proximité du fleuve Saint-Laurent, en utilisant les photos aériennes d'Infosol, on peut localiser le champ, identifier la série de sols grâce aux limites pédologiques. Donc ici, c'est un sable limoneux Pierreville. Et avec différents rapports qui ont été produits, les études pédologiques, le rapport de classification hydrologique des sols de l'IRDA de 2013, on peut documenter la conductivité hydraulique du sol, au moins au niveau théorique, et avoir de l'information sur les classes de drainage, classes de profondeur et ainsi de suite. Ici, on sera en présence de sols profonds et mal à très mal drainés, donc de l'aume sableux très fin sur du sable très fin. J'ai indiqué ici en note à droite que pour la typologie des étangs, un sol peu perméable selon la FAO, c'est 0,18 cm par heure. Donc là, on peut observer par exemple que dans ce cas-ci de sable limoneux Pierreville, on a une perméabilité qui est quand même légèrement supérieure à un sol peu perméable. Donc a priori, ce ne serait pas un étang, un site qui entrerait dans la catégorie 2B, mais j'y reviendrai un petit peu plus loin. Donc au niveau de la typologie de l'étang, donc il y a des types 1A ou 1B en rapport donc finalement avec des apports d'eau par résurgence de la nappe phréatique. 1A, sol perméable profond, nappe élevée. 1B, sol stratifié. Et là, le 1B se subdivise en deux parce qu'il peut y avoir une nappe élevée durant la saison de culture ou une nappe à hauteur variable. Si elle est variable, ça prend une étanchéification, donc il n'y aura pas d'apport d'eau par résurgence. Il y a également les étangs de type 2, 2A, sol perméable profond, donc la nappe baisse beaucoup pendant la saison de culture, une étanchéification est nécessaire, et le type 2B, sol peu perméable, donc à ce moment-là, c'était la valeur de la FAO qui a été présentée un petit peu plus haut, qui rentre en jeu pour le caractériser. Là non plus, il n'y a pas d'apport par résurgence. Donc ça fait quand même plusieurs types d'étangs pour lesquels la résurgence ne pourra pas être prise en considération. Au niveau des informations disponibles, on peut aussi utiliser la carte des dépôts de surface de la carte éco-forestière. Donc c'est forêt ouverte, c'est disponible sur Données Québec. Par contre, ça documente principalement les terrains qui sont en forêt actuellement. Donc, au niveau des champs, on n'a pas d'informations, sauf qu'on peut aller chercher des forêts qui sont situées quand même à proximité des champs pour avoir une certaine idée. Dans ce cas précis, l'information collectée est malheureusement peu utile, mais ce n'est pas nécessairement le cas dans tous les cas. Au niveau de l'évaluation de la résurgence de la nappe phréatique, les projets d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines, donc les PACES, peuvent être utilisés. Là, on a la carte finalement des différentes études qui ont été réalisées et qui couvrent la majorité du Québec agricole et des cartes interactives par région sont disponibles sur le site Données Québec. Les adresses sont fournies ici. Un élément important au niveau de l'évaluation de la résurgence, c'est que pour l'évaluer, un bilan hydrique est effectué à la surface du sol. Donc les précipitations sont prises en considération, l'évapotranspiration, les sorties d'eau par ruissellement de surface
Et donc, la résultante, c'est l'infiltration, qu'on appelle généralement infiltration totale ou recharge potentielle à l'aquifère. Certaines cartes des projets PACES, c'est vraiment cette valeur-là qui est indiquée comme recharge. J'ai indiqué le nom des universités ici à proximité. Par contre, on sait que le sol, bon, il y a différentes couches, etc., des stratifications et des écoulements latéraux. Donc à ce moment-là, la recharge au roc aura une valeur plus faible. Et l'Université Laval, l'UQAM et l'INRS, eux, ont tendance à présenter dans leur étude PACES la recharge au roc. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence entre les deux valeurs et des facteurs de conversion pour passer de l'un à l'autre. Au niveau des études PACES, il y a 4 couches d'informations qui sont utiles. Recharge annuelle, c'est une valeur. Le confinement au roc, à savoir si c'est une nappe libre, semi-confinée, confinée, etc. La recharge préférentielle, donc des zones d'infiltration principale de l'eau et des zones de résurgence, donc de sortie d'eau. Ça, c'est davantage des localisations géographiques. Mais donc, c'est vraiment les 4 éléments qui sont vraiment utiles. Dans le cas type qu'on a pris, donc c'est le PACES Nicolet Bas-Saint-François, réalisé par l'UQAM en 2015. Ici, c'est la carte de recharge au roc. On voit que la valeur est très faible d'après la petite échelle de couleur qui est à proximité à droite. En cliquant sur la tuile en question, on obtient les informations. Ici, recharge annuelle nulle parce que la nappe est captive. Il n'y avait pas de résurgence, pas de recharge préférentielle. Avec toute l'information collectée jusqu'à présent, j'avais classé le type d'étang 1B avec étanchéification nécessaire. Dans le doute, à savoir, donc on sait que la nappe phréatique, il n'y aura pas de résurgence vu que c'est une nappe captive. Par contre, il pourrait avoir une certaine nappe libre en surface dans le sable qui pourrait alimenter les étangs une partie de l'année. Et ça, la seule façon de valider cet élément-là, c'est par des observations sur le terrain. Donc c'est pour ça que j'ai mis une étoile, parce qu'il faut vraiment faire une vérification assez importante pour savoir si l'étanchéification va être vraiment nécessaire ou pas. Et c'est par les visites sur le terrain qu'on peut le faire. Au niveau du ruissellement de surface, donc le site InfoSol peut être utile également. On peut avoir des informations de topographie, de tracé d'écoulement. Ici, toujours dans le cas qui nous intéresse, on voit le tracé d'écoulement en rouge, on voit le relief et on peut tracer le contour du bassin versant. Ici, 5,35 hectares qui viendraient se déverser par ruissellement dans l'étang. Il y a un outil aussi géomatique là, qui permet de faire parfois des calculs automatisés. Donc, l'outil Excel, le voici. Les cellules en bleu, c'est des cellules qui doivent être complétées par l'utilisateur, donc elles sont débarrées. Par contre, les cellules en vert ou en orange, c'est des cellules qui, elles, sont verrouillées et qui servent finalement pour les différents calculs. Première étape, choisir la localisation de sa station météo. Ça va être utile à 2 emplacements dans la feuille de calcul. Ensuite, il faut évaluer les besoins en eau. Donc pour l'irrigation, on a tout un choix de culture. C'est quand même assez varié. Pour la protection contre le gel également. En bleu ici, il faut indiquer les superficies correspondantes de culture qui sont concernées. On peut avoir aussi d'autres besoins en eau qui peuvent être indiqués là. Donc là, ça permet à la ligne 25 d'obtenir le besoin en eau annuel maximum nécessaire. Au niveau de l'évapotranspiration, grâce au choix de la station météo, ça nous fournit le bilan de l'ETP par saison de culture ou par année, pour une année médiane ou une année chaude. L'utilisateur fait un choix de valeur d'ETP. Cet ETP permet de calculer l'évaporation de l'eau à la surface de l'étang. Ici, la surface de l'étang est indiquée, on ne s'en occupe pas parce qu'il y a un outil de validation qui arrive plus bas dans la feuille de calcul. Au niveau de la résurgence de la nappe phréatique, on choisit donc l'université qui a réalisé l'étude PACES, à savoir si on va travailler avec une recharge au roc ou avec une infiltration totale. La valeur est indiquée ici. On voyait dans le cas précis que la recharge était à 0, que c'était une nappe captive, donc évidemment, on n'a pas de résurgence. Par contre, on pourrait en avoir une, et à ce moment-là, la façon de convertir
Une recharge au roc ou une infiltration totale entre elles, c'est avec des facteurs de conversion qu'on retrouve dans ce menu déroulant selon que la nappe est libre, semi-captive ou captive, captive étant égale à 0. Donc à ce moment-là, nappe captive, pas d'apport d'eau par résurgence. Nappe libre ou semi-captive, il peut y avoir des apports. Un autre élément à tenir en considération, c'est la typologie de l'étang. Il y a plusieurs cas où il n'y aura aucun apport par résurgence, en raison soit de fluctuations de nappes importantes qui vont exiger une étanchéification, ou de sols peu perméables comme le type 2B. Donc il y a 3 cas sur 5 où finalement la résurgence sera nulle. Toujours la même chose, ici on retrouve toutes les références ici à droite pour aller chercher davantage d'informations. Au niveau du ruissellement de surface, on utilise la hauteur de pluie, toujours sur une base annuelle ou saisonnière, pour une année médiane ou une année sèche. Ici, l'utilisateur va indiquer une valeur précise. Il va indiquer la superficie également du bassin versant et le type de sol. Ça va calculer le volume de ruissellement annuel qui pourrait être collecté. Le drainage souterrain, c'est la même chose. On indique la surface drainée. Ici, on n'en a pas du tout, donc j'ai mis 0. Mais on aurait pu avoir un réseau de drainage qui se serait vidé finalement vers l'étang. La pluie sur l'étang, les apports directs sont calculés automatiquement. Puis on arrive ici à la capacité nécessaire de l'étang, donc un bilan qui tient compte des besoins en eau pour la culture, mais aussi des pertes par évaporation directe de l'eau et de tous les apports, donc par résurgence, ruissellement, volume de drainage souterrain ou volume de pluie direct sur l'étang. On peut avoir également des apports d'eau externes en cours de saison, donc par pompage, mettons, d'un puits, d'une rivière pour aider à remonter le niveau dans l'étang. Et donc là, on obtient la capacité nécessaire de l'étang, donc c'est le volume d'eau qu'on doit avoir pour être capable d'irriguer les cultures et de les protéger contre le gel, les cultures qui sont indiquées plus haut. Après ça, on arrive en vérification du volume. Donc là, c'est vraiment, vous voyez les dessins ici à proximité, là, c'est avec toutes les équations. On tient compte de la revanche, la différence entre le niveau d'eau maximal dans l'étang et la surface du sol. On a également la profondeur minimale de pompage, c'est le dégagement entre le fond de l'étang et la crépine. Ça, généralement, on ne touche pas vraiment à ces valeurs-là. Par contre, on peut changer la profondeur utile de l'étang, sa largeur et sa longueur. Et également, on ajuste la pente des talus en fonction du type de sol. Puis après ça, normalement, on ajuste plus ce paramètre-là. On obtient à la fin, en ligne 106, le volume utile de l'étang, qui est comparé en ligne 110 avec la capacité nécessaire de l'étang, donc le volume d'eau qui est requis. Normalement, on doit avoir un volume utile égal ou supérieur à la capacité nécessaire. Si ce n'est pas le cas, on peut modifier la profondeur, la largeur ou la longueur de l'étang, ou même dans certains cas, prévoir des apports d'eau externes pour remplir partiellement l'étang en cours de saison. Ici, l'indicateur qui est situé à droite vous permet de visualiser rapidement, à savoir si votre capacité est suffisante ou pas. Donc, j'espère que cet outil sera utile pour dimensionner des étangs et que vous pourrez mettre à profit finalement les informations qui sont à l'intérieur pour répondre aux besoins des producteurs. Vous avez également ici des noms des différentes personnes qui ont participé à la fabrication de cet outil. Vous pourrez éventuellement les contacter si vous avez des questions.